t'en sors, Asma? Soyons honnêtes, personne n'a vraiment envie d'être à la place d'Aurélien ce matin. Il est 6h30, son magasin flambant neuf ouvre dans 2 heures. Il n'a eu qu'une semaine pour installer tous ses produits. Le prix, là, il est pas bon. C'est 59. A à peine eu le temps de faire connaissance avec ses salariés. Bonjour. Aurélien. Apollo. Enchanté. Le tout sous l'œil de ses patrons régionaux venus pour l'inauguration. 10h, on est trop embêté. Et cerise sur le gâteau, 1 heure avant l'ouverture, le maire et toute l'équipe municipale viennent visiter le magasin. Voilà, donc là, on est carrément sur tous nos magasins. Vous avez cette configuration-là. Même si Herblay compte déjà une vingtaine d'enseignes de grande distribution, le maire a bien compris l'intérêt de s'afficher dans le magasin discount. Je dis souvent, hein, vous êtes des enseignes un peu sociales aussi, parce que aujourd'hui, le pouvoir d'achat, c'est important. Je vais en profiter pour regarder si je vois des trucs comme ça. 30 minutes avant l'ouverture, les clients attendent déjà. Et c'est évidemment à ce moment-là qu'une caisse refuse de fonctionner. Nicolas? Ça marche pas, le badge. Tu connais pas ton code? C'est le même code qu'avant, hein. Si, Aurélien et ses équipes sont tellement absorbés Là, on se trompe une fois, ça va le bloquer. Hein. qu'ils en oublient même d'accueillir les clients. J'ai mes élus qui sont là également pour l'inauguration. Ah, d'accord. Heureusement, le maire s'occupe de l'animation. Voilà, on peut applaudir. Opération séduction avec ses administrés. Vous êtes Pierre-Lève, c'est juste à côté. C'est le 1320e magasin Aldi en France. L'un des 100 nouveaux que l'enseigne prévoit d'ouvrir à marche forcée pour la seule année 2023. La plupart des clients se dirigent naturellement vers les promotions spéciales inauguration. Des coussins 2 €, franchement, même pas dans les rêves. J'ai pensé, moi, que j'ai gagné l'auto ce matin. Ça défie toute concurrence. Est-ce que vous aviez prévu d'acheter des oreillers ce matin, par exemple? Non, pas du tout. Pas du tout. Et on achète d'autres choses, comme les poils là. Quand j'ai vu à 11 € le lot, j'ai pas hésité. Même si vous en avez déjà? Ah bah oui. Ça, c'est pas normal. Hein. Le truc, il n'a pas voulu m'ouvrir. On a l'impression qu'on vous appelle toutes les 2 secondes, là. Un peu partout. Vous vous en doutiez que ça allait être comme ça? Non, pas du tout. Bonjour, il y a une caisse juste ici, si vous voulez, qui vient d'ouvrir. Passez à côté, s'il vous plaît. Décidément, les caisses sont incontrôlables. Ça va, c'est pas qu'il il commence à me gonfler. La caisse fonctionne pas. Elle fonctionne pas, la caisse. Laisse-le de l'autre côté, c'est pas grave. Asma, il y a quelque chose dans le four? Il y a quelque chose dans le four? Trop tard, cette fournée de baguettes est invendable. Bien cuit. Au rayon promotion, 30 minutes après l'ouverture, les meilleures affaires sont déjà parties. Bon, on a pris combien? 4. Heureusement, vous n'en avez pas laissé pour les autres, hein. Ah bon? Bon, ils ont dans le stock. Et les couettes, c'est lesquelles à 10 €? J'ai pris cette part. Malheureusement, non. Plus d'oreillers à 2 €, plus de couettes à 10 €. Bah attends, on va suis retirer pas sûr. carrément le... Je suis pas sûr qu'il en reste. On savait que ça allait bien partir. Mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Aurélien les fait remplacer par ses surmatelas à 49 €. Il n'empêche, l'objectif est atteint. Le parking est plein. L'inauguration de cette nouvelle enseigne, située sur ce rond-point très passant, est un succès. Il le faut. Aldi, installé depuis 35 ans en France, s'est engagé depuis 5 ans dans un développement effréné. Fini le hard discount, avec ses palettes et ses cartons à même le sol. L'enseigne soigne son look et son déficit de notoriété. Qui sait par exemple qu'à l'échelle mondiale, le groupe allemand est plus gros que n'importe lequel des groupes français et qu'il dispose de moyens colossaux. Qui sait que l'enseigne prévoit d'ouvrir 2 nouveaux magasins par semaine en France jusqu'en 2030 pour enfin rattraper son retard sur son éternel concurrent, bien mieux implanté, et que les équipes gardent en permanence en ligne de mire. Je veux pas être mauvais esprit, mais vous avez quand même en favori le catalogue en ligne de Lidl, hein. Où ça? Ils ont sûrement le nôtre aussi. Hein.
Commençons avec le magasin le plus étonnant du groupe. En apparence, un supermarché classique. Mais approchez-vous un peu. Vous ne remarquez rien. De celle-ci. Les emballages sont vides, les boîtes de conserve aussi, et les rares produits qui semblent vrais ne le sont pas. Ça, c'est de la mousse, là, en l'occurrence. Mais là, c'est en dur, ça doit être du plastique. Un supermarché factice qui sert de modèle à tous les autres. Là, voilà, on peut les placer comme ça. Aujourd'hui, Marion, responsable des achats, vient réorganiser une partie du rayon frais avec Bertrand, responsable de l'offre. Alerte sur les salades. Sont hauts. Sont en haut et dont on se rend compte en haut, nos ventes ont chuté. Une fois ces sachets les premiers achetés, sachets, ouais. ne permettaient pas d'avoir de visibilité sur ce qui restait en rayon éventuellement et d'être accessible. Ici, en bas, cette profondeur n'est plus un problème parce que vous avez accès aux produits visuellement. Donc vous savez qu'il en reste, donc vous pouvez en acheter. Le consommateur vient ici pour la simplicité. Donc à partir du moment où c'est moins simple, où on perturbe ses habitudes et où c'est moins efficace pour lui, ça peut créer du moins du coup. Et l'idée c'est de réagir vite pour que de nouveau ça recrée du plus. Ici, une nouvelle pizza doit trouver sa place dans son rayon. Les 2 pizzas comme ça, parce que ça c'est plus des pizzas individuelles, et redescendre la flamme cuche. Et ensuite on enchaîne sur les tartes. Les 2 responsables vont jusqu'à tester la résistance des cartons de leurs fournisseurs. On va se dire, là il n'y a aucun problème, c'est épais et tout pour bien résister à l'humidité. Là on voit qu'on l'a manipulé plusieurs fois, ça commence à se déchirer. Ça c'est quelque chose où on va se dire, il y a peut-être quelque chose à faire pour améliorer ça. On parle quand même de choses qui tiennent au millimètre. Hein. On optimise toujours l'espace. Ça fait partie de ce qu'on contrôle et de ce qu'on organise au niveau du merchandising, du space management. Oui. On a juste sorti pour l'instant la solution. Merchandising, space management, des mots barbares qui permettent pourtant à l'enseigne de gagner des millions d'euros par an. De ce magasin factice découle un processus à grande échelle. À l'issue de cette réorganisation, une photo ultra précise de tous les rayons est envoyée aux 1300 magasins du groupe. Le planogramme. À l'autre bout du pays, comme chaque semaine, le magasin de Vimereux, en pleine côte d'Opale dans le Nord, vient de recevoir la fameuse feuille de route. Moi, je réfléchis pas, en fait. Je suis pas là pour me dire oui, c'est logique, pas logique. Je suis là pour remettre le produit à sa place et de vendre ce produit. Attention, Audrey, la manager du magasin, n'a rien d'un robot. Mais comme tous les salariés, elle se plie à cette organisation inspirée de l'industrie japonaise, qui interdit toute tâche inutile. Moi, là, j'ai pas perdu mon temps à réfléchir si je vais mettre les crayons feutres avec les jeux de bain, puisque moi, je suis mon plan. Et donc, ça vous semble logique de mettre des crayons feutres avec des produits de bain? Ça me semble pas logique, mais c'est ce qui est marqué sur le plan. Voilà comment on parvient à faire tourner un magasin de 1000 mètres carrés à 4, voire 3. Reprenons depuis l'arrivée d'un camion de livraison. Les palettes y ont été rangées dans un ordre précis pour être déchargées, puis rangées dans le même ordre. Le chauffeur David est lui-même un ancien manager adjoint du magasin. C'est un peu le modèle de chez Aldi, c'est que chaque chose a sa place. Ensuite, Audrey récupère l'ensemble. Donc vous, Michael, vous allez vous mettre sur les palettes de découpe. Oui. Et moi, je vais continuer le frigo. Ok. Vouvoiement obligatoire. Je préfère vous voyez que tutoyer, ça me laisse une petite distance. 32 palettes chaque jour, énorme travail entièrement pensé. Grâce au planogramme, les palettes sont organisées pour être déballées dans l'ordre de la mise en rayon des produits. Faut vraiment économiser les pas. Les pas, c'est du temps, en fait. Autre astuce logistique, ne jamais sortir les produits des cartons qui ont été conçus pour être posés tels quels. C'est là où on gagne du temps, en fait, c'est l'après-découpe. Je me sers pas de mon cutter pour ouvrir le carton. Les managers travaillent régulièrement 12 heures par jour pour un salaire brut de 3 400 € en moyenne. En plus de ce rôle, ils doivent être tour à tour conseillers clientèle. Vous avez des bouteilles ici? Tout ce qui est sous, vous allez trouver le rapport. Boulanger. Donc là, la cellule de pain, blouse obligatoire.
C'est règles d'hygiène, la Charlotte et le lavage des mains. Agent d'entretien, responsable de la chaîne du froid, C'est lesquels? On peut y aller. ou encore caissier. Voilà pour vous. Merci madame. Une bonne journée à vous. Une bonne soirée. Au revoir, messieurs, dames. Bonjour. Et chacun des 4 employés est susceptible de remplir tous ses rôles. Au début, c'est très compliqué, c'est un rythme à prendre, mais après, voilà, une fois qu'on est dans le bain, ça va tout seul. Bonne journée, bon week-end, au revoir. Moi, j'aime bien, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, donc ça me va. Ça me va. Je suis fatiguée en fin de journée, mais je sais pourquoi je suis fatiguée. Mission accomplie. Comment vous vous sentez toutes les trois, là? Libérée. Là, on est... Moi, je suis contente de ma journée. Heureusement qu'on doit fermer le magasin, sinon, moi, je pourrais encore mettre mes palettes, donc... C'est vrai qu'elle est inépuisable, Audrey? Oui, complètement. Mais j'ai une bonne chef magasin. Merci. Il y en a plus beaucoup, des comme ça, qui bossent tout le temps, qui s'arrêtent jamais. Je les vois plus que je vois mon mari, donc automatiquement... Voilà. C'est bien ça, de voir plus vos collègues que votre mari? Ah non, après mon mari, je le vois la nuit, hein, donc... ouais. Bon week-end, Marie. À demain, Delphine. À demain. Pour économiser sur quasiment tous les postes de dépenses, le groupe dit aller au plus simple. En entrant dans le magasin, le client doit selon eux pouvoir faire ses courses en 15 minutes. 1800 références seulement, 10 fois moins que dans un supermarché classique, à 90% de la marque distributeur. Les 10% restants, des marques nationales tellement puissantes qu'aucun distributeur ne peut s'en passer. Et même là, l'enseigne cherche à rivaliser. Nutella devient Artichoc, Nesquik, Petit Chaos. Knacky enlève son i. Même format, même couleur, mais 30% moins cher. Et c'est là qu'à nouveau, Marion, la responsable des achats du rayon traiteur, entre en piste. Sur nos rayons, c'est vraiment indispensable de suivre l'actualité, les tendances. Le consommateur, il va quand même rapidement se lasser de manger toujours le même sandwich ou alors manger toujours la même pizza. Pour chercher l'inspiration, rien de mieux qu'une visite chez ses concurrents. La destination? Lidl. Ça fait partie de nos concurrents, donc on va évidemment aussi chez eux, comme on va dans les autres enseignes. Opération commando, anonyme. Vos tenues, toutes les deux habillées en tailleur noir strict, ça fait pas un peu inspectrice, non? J'avais pas l'impression d'avoir une tenue d'inspectrice, mais bon. Elles viennent acheter un simple paquet de nems aux crevettes. Leur enseigne n'en a pas encore dans ses rayons. Elles vont donc goûter ceux de la concurrence pour savoir quel fournisseur choisir. Là, on regarde les nems et on se dit que c'est des références qui doivent bien performer. L'œil aiguisé quand même, hein? Elles en profitent aussi pour jeter un coup d'œil à tout le rayon traiteur à la recherche d'éventuelles nouveautés. Deux têtes, vous voyez immédiatement ce qui est nouveau. Oui. Oui. On est toutes les semaines en magasin, que ce soit chez nous ou chez les autres, donc on commence à connaître les assortiments des uns et des autres. Ah, une prise de guerre. J'ai fait un petit peu de lecture. Et ils finissent pas par vous connaître? Non, après là, on est juste venu faire vos courses. Nos courses. Donc, on n'a rien fait d'autre. L'opération ne s'arrête pas là. Chaque semaine, elle visite 2 à 3 enseignes, y compris des supermarchés classiques. Ça, c'est un produit qu'on n'a pas dans notre assortiment aujourd'hui. C'est des nouveautés qu'on ne connaissait pas. Donc on va les prendre, on va les tester. Elles embarquent aussi les fameux nems aux crevettes. Puis à 10h, comme tous les jours, Marion et les autres acheteurs se retrouvent en salle de dégustation. Chaque année, ils doivent goûter l'ensemble des 1800 références vendues en magasin et les comparer avec la concurrence. Si leur produit est mal classé, il faudra revoir la recette ou changer de fournisseur.
Les gnocchis, vous en mangez combien? J'en mange une demi. Moitié. Est-ce qu'on vous avait prévenu au moment de l'embauche que vous alliez devoir déguster plusieurs fois par jour des produits? Oui, mais pas à ce point. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi fréquent quand même. Mais bon. Et les estomacs vont bien? Les estomacs vont bien, on s'y habitue. Ce matin, il y a aussi une nouvelle pizza Burger Cheddar. Dernière vérification pour valider sa mise en rayon la semaine prochaine. Elle est en compétition avec 4 de ses concurrentes. Tout est analysé dès l'ouverture du produit. Celle-ci, on voit que c'est pas tout à fait le même aspect. Pour le consommateur, c'est moins bien. Ça a un aspect un peu moins appétant. Mais on verra à la dégustation. Pour la cuisson, on suit les conseils inscrits sur l'emballage avant une dégustation à l'aveugle. Il y a quand même beaucoup de disparités. Ouais. Ok, on y va pour la pizza? En fait, j'ai noté de manière similaire la A, la D, la E. Moi, elles sont très proches. Les morceaux de fromage aussi, je trouve qu'ils étaient bien éparpillés. Celle que tu as le moins bien notée, c'est la C. La C, ouais. Avec beaucoup de cheddar. Je trouve que c'est pas celle qui correspond au marché. On est unanime là-dessus? Oui. Ouais. Ouais. Ce qui est assez impressionnant quand même, celle qui ressort le moins bien, c'est quand même aujourd'hui la marque nationale. Ouais. Que quand on voit le résultat, c'est quand même, pour moi, c'est un no-go. Hein, si c'est un produit voilà, qu'on devait mettre sur le marché, je le lancerai pas, je le bloquerai. Puisque visuellement, là, je pense qu'il y a un risque de décevoir le consommateur. Est-ce qu'objectivement, vous avez réussi à retrouver au goût la pizza d'Aldi? Disons que oui, on a identifié quelques produits en effet qui étaient très bons, donc on espère que ça va être le produit Aldi. Verdict, gustativement, la pizza de l'enseigne s'en sort mieux que la marque nationale. Mais la pâte était un peu brûlée. Il faudra revoir les consignes de cuisson. Arrivent enfin les nems de la concurrence. Et visiblement, il s'agit d'abord de déceler les crevettes. Là, je voyais un morceau plutôt dur. J'imagine que c'est un morceau de crevette ou de poisson. Et donc là, vous êtes susceptible d'appeler le fournisseur du meilleur produit, y compris si c'est le fournisseur de Lidl. Ouais, si jamais on a les informations, sachant que il faut pas se leurrer. On travaille aussi tous à peu près avec les mêmes fournisseurs en France, donc bien sûr qu'on a des fournisseurs communs avec les autres enseignes de la distribution. Ça arrive. Le nerf de la guerre, ce sont évidemment les prix. Marion les réajuste chaque semaine. Ils doivent être au maximum 5% plus élevés que le discounter concurrent. Ici, en fait, ça nous donne le détail de ce qu'on peut trouver sur le marché. 3,79 € à 4,99 €. Et donc vous, comment vous essayez de vous glisser dans cette concurrence et dans ces prix-là? Est-ce que forcément vous voulez être le plus bas? Non, on n'est plus forcément le plus bas, mais si jamais on a trop augmenté un prix et que le consommateur, on a dépassé un seuil de prix psychologique, et ben là, on voit qu'il faut faire un retour en arrière. L'enseigne joue aussi sur les promotions, particulièrement le mercredi et le samedi. La plus grosse journée d'Audrey, 30% des ventes de la semaine. Il est 6 heures. Vous pensez à quoi là? Oh, je pense pas du tout. Vous pensez pas à votre pain? Ah non, du tout. Je pense à mes fruits et légumes. 2 collaboratrices sont déjà sur le pont et immédiatement elles attaquent la cuisson du pain et l'installation des palettes de fruits et légumes. Mais le samedi se met surtout en place un piège très efficace. Ces produits non alimentaires à très bas prix, annoncés dans le catalogue, et qui changent toutes les semaines. La start, ça va être du Mickey. Le Mickey, ça risque de bien marcher, ouais. « 8h moins 2 ». Mission accomplie. Audrey en profite aussi pour prendre quelques libertés avec son planogramme et installer 2 palettes de produits juste à côté des caisses. Je me dis, le client, il va arriver avec ses enfants à la caisse. Le petit garçon, la petite fille, c'est obligé. Je me dis, il va être tenté à vouloir du thé ou à vouloir du sirop. On travaille, on vit toute la journée pour le chiffre d'affaires et il faut que le client achète.
Vérifions avec la famille Ménuge. Alice est assistante sociale à l'hôpital. Damien est au chômage pour l'instant. Café, non. À eux deux, ils gagnent 2100 € par mois. Hop. Puis on va chercher les pommes. Avec l'inflation, pour ne pas dépasser leur budget de 500 € de courses mensuelles, ils ont décidé de traquer les bonnes affaires chez les discounters. Vous regardez pas forcément les marques? C'est trop cher, voilà. On regarde même plus parce que, alors des fois, il n'y a pas forcément trop de différence au niveau du goût. Et puis au niveau des prix, c'est beaucoup plus cher pour des choses similaires, donc non. Vous aimeriez avoir plus de choix? Ah non, pas du tout, parce que c'est aussi la simplicité. On a besoin de jambon, on a 1 ou 2 références de jambon et c'est tout, c'est terminé. Ils sont venus particulièrement pour cette promotion du catalogue. Ces étagères pour enfants, à 20 € pièce. Tu veux l'arc-en-ciel? Félix. L'arc-en-ciel? Pour mettre dans ta chambre? Oui, dans ma chambre. D'accord, dans ta chambre. C'est pour Abby. Le piège se referme. C'est quel âge? 12 ans. Ah oui, bah oui, tu peux le prendre. C'était prévu, ça? Non, c'est pas prévu, mais c'est bien pour un petit cadeau d'anniversaire. Ça, c'est pour moi. Alors ça, voilà, c'est typiquement le genre de truc qui, on est d'accord, ne sert à rien, mais où voilà, je sais que sur l'alimentaire, on arrive à gagner une petite marge, donc je me permets de l'acheter parce que je sais que j'ai dégagé un petit plus et que du coup, je peux me faire un petit plaisir à côté. Clairement, ça, c'est voilà. Arrivé en caisse, 20 € de produits, non prévus dans le budget. On a un petit peu craqué. Un petit peu. Bon, en même temps, tout était prévu sauf les tourtelles et les Kinder. Ouais, voilà, ça reste quand même... Après, Félix. oui, il y a peut-être les petits cahiers de calcul, les petits livres. 180,71 €. Par carte, s'il vous plaît. Elle est où la voiture, tu sais? C'est un piège à andouille, pour être poli. Donc c'est bien fichu. Ah oui, clairement, oui, on est là-dedans. Après, je pense que les gens qui font les stratégies marketing ne sont pas idiots. Ils savent très bien qu'en faisant des offres continues comme ça, effectivement, ça incite les gens à revenir tenter plus. En France, d'ici 2024, l'ensemble des discounters devrait représenter près de 12% des ventes de produits alimentaires. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la sortie du Monsieur Cuisine connecté. On espère beaucoup de monde. C'est 5 Monsieur Cuisine maximum par client. Le but, c'est d'en avoir pour tout le monde. OK? Il est 5 h du matin, en ce lundi 3 juin, dans le magasin de Colombelle, dans la banlieue de Caen. Et le balai des palettes commence. Dans ces cartons, le nouveau robot de cuisine connecté conçu spécialement pour l'enseigne. Sabrina, la directrice du magasin, a reçu son stock la veille. 9 tours de 20 cartons, gardés précieusement sous clé. Par contre, on les voit pas très bien. Non, il faudrait qu'on arrive à les remettre et qu'on fasse maintenant. Ce robot est le concurrent du célèbre Thermomix, la star des ménagères. Même design, même fonction, mais celui-ci est fabriqué en Chine et coûte 359 €, 4 fois moins cher que le produit de référence qui lui est fait en France. Voilà. Donc là, on les relève. Ça, c'est quand même plus joli. La sortie de ce robot doit couronner la stratégie de montée en gamme de l'enseigne allemande, connue pour ses petits prix. C'est le produit le plus cher qu'on ait fait. C'est un produit cher pour notre clientèle, mais pas cher pour la qualité du produit. Donc on est un peu dans le bac, on espère beaucoup de monde. À 7 h 30, 1 heure avant l'ouverture du magasin, la première cliente est déjà là. Je voulais être sûre de l'avoir, donc je suis venue en avance. Voilà. Vous faites carrément un sitting devant le Ah oui, moi je le veux, C'est clair. Céline travaille dans une usine à côté du magasin. Pour ne pas rater l'événement, elle a posé sa matinée. Il peut faire pas mal de choses et vu le prix, quand vous voyez le prix par rapport au Thermomix, voilà, vous dites j'achète. Vous aussi, vous êtes là pour le robot? Oui. 30 minutes avant l'ouverture, ils sont déjà plus d'une trentaine devant les portes. Mais la campagne de vente de ce robot
ne va pas se dérouler comme prévu. L'enseigne n'a pourtant pas lésiné sur les moyens. Durant 2 jours, son spot publicitaire a tourné sur les grandes chaînes. Avec près de 500 millions d'euros dépensés en pub télé chaque année, le groupe est le premier annonceur de la grande distribution. Son but, marteler qu'il n'est plus une enseigne de hard discount. Pour changer d'image, cette chaîne de supermarchés allemande a investi plus de 4 milliards d'euros dans la rénovation de ses magasins en France. Celui de Colombelles, flambant neuf, fait partie des 800 établissements qui ont déjà été relookés. Une structure en verre qui laisse passer la lumière. Des allées plus spacieuses et mieux agencées. Dans les magasins plus anciens, les clients déambulent encore dans des hangars sinistres à la lumière blafarde, que les salariés surnomment entre eux les grottes. Des rayons étroits, désorganisés, voire complètement en vrac. La métamorphose de son magasin, Sabrina, la directrice, a pu en mesurer les effets. L'ancien magasin de Colombelles faisait 600 mètres carrés, celui-ci fait à peine 1000 mètres carrés, il fait 998 exactement. On n'a pas plus de références, c'est juste que c'est mieux présenté, plus étalé et plus accueillant. On voit mieux les produits, donc on les vend mieux. Un magasin modernisé multiplie ses ventes par 2 et gagne 60% de nouveaux clients. Je venais un petit peu voir, en fait, par curiosité. Voilà. C'est une bonne surprise, ouais, c'est un beau magasin qui est bien agencé, voilà. Pour rattraper son retard par rapport à ses concurrents, le groupe s'est lancé sur de nouveaux terrains. Désormais, on trouve du pain frais et des viennoiseries cuits sur place, un rayon bio, poissonnerie et vin, et surtout des fruits et légumes frais livrés tous les matins. Une impression d'abondance. Pourtant, dans les rayons, ce sont toujours les vieilles recettes du hard discount. Pour limiter les frais de manutention, les aliments ne sont pas déballés de leur carton de livraison. Et on trouve seulement 1600 références en rayon, contre 20 000 dans un supermarché classique ou 60 000 en hypermarché. Ici, le mot d'ordre, c'est un besoin, un produit. Et 90% des ventes proviennent de leur marque distributeur. Nous avons une sorte de purée de notre marque. Après, on va avoir l'autre qui va être en saveur d'autrefois de notre marque. Et après, nous allons avoir la marque nationale. Voilà, pour la purée, on va avoir 3 références. Leur purée classique est vendue 1,09 € contre 2,39 € pour la purée mousseline. L'enseigne n'a aucun scrupule à copier les emballages des best-sellers de la grande distribution. Chocolat en poudre, pâte à tartiner, qui a la même forme et les mêmes codes couleurs que sa célèbre concurrente, mais coûte 2 fois moins cher. Même chose avec ce shampoing antipelliculaire. La grande marque est vendue 3,35 €. Leur shampoing, 1,36 €. Pour chacun de ces produits maison, la marge du groupe est faible, mais il se rattrape sur les quantités. Ils sont fabriqués en très grand nombre et distribués dans les 10 000 magasins de l'enseigne à travers l'Europe. Un choix très limité qui ne rebute pas les clients. Il n'y a pas énormément de choix, mais en même temps, je me demande est-ce que l'humanité a besoin de tant de choix que ça, quoi. Parfois, quand je vais dans des grandes surfaces et que je me retrouve face à 12 types de dentifrice, je me demande en fait est-ce qu'on a besoin d'autant de ça. Une stratégie qui fonctionne. Depuis 5 ans, l'enseigne affiche une croissance annuelle à 2 chiffres. Et en se basant sur des enquêtes d'opinion, elle se proclame supermarché le moins cher de France. Là, vous voyez, j'en ai pour 156 €. Je vais à Carrefour Louville, j'en ai pour le double. On a déjà fait l'expérience. Pour illustrer sa montée en gamme, l'enseigne affiche sa proximité avec le terroir. Partout dans le magasin, des visages d'agriculteurs, producteurs de lait, de viande, jusque sur les barquettes. Pendant des années, la grande distribution a imposé au monde agricole des prix cassés. Aujourd'hui, comme ses concurrents, Lidl veut se démarquer de ces pratiques et assurerait aux producteurs un revenu digne et garanti.
Dans le Loiret, à la tête d'une exploitation de 85 vaches laitières, Philippe Gillet. Il est membre d'une association de 280 producteurs qui s'apprête à renouveler un énorme contrat avec l'enseigne. On va aller voir l'installation. Philippe produit 700 000 litres de lait par an. Un rendement qu'il doit en partie à de lourds investissements, comme ce robot de traite, acheté 400 000 € et qui pèse sur les comptes de l'exploitation. L'énergie, au sens large, les frais généraux de nos structures ont pris des augmentations terribles. Sauf que si on n'arrive plus à valoriser, que ça soit la tonne de lait ou la tonne de céréales, parce que c'est, je dirais presque, toute matière agricole confondue, on arrive dans un étranglement que nos résultats sont à zéro, voire même en négatif. Hein. Donc, quand vous travaillez en négatif, ça ne peut pas durer. Ça peut pas durer. Bonjour Michel. C'est sur son exploitation qu'a rendez-vous ce matin Michel Biérot, le directeur des achats et du marketing de Lidl. Pas le soleil aujourd'hui, hein. Et non. Cet Alsacien est l'homme par qui passent toutes les négociations. Il est venu renouveler un accord tripartite dans lequel éleveurs, industriels et distributeurs se mettent d'accord sur un prix qui convient à tous. Il retrouve le représentant des producteurs. Pourquoi il n'y a pas le tapis là? Ça va? Philippe. Bonjour. Philippe Gillet. Donc c'est vous le propriétaire. Voilà l'accueillant. Merci de nous accueillir en tout cas. Et d'autres éleveurs. Bonjour. Je connais un peu, ouais, je viens de ce monde-là. Je ne suis pas un Parisien qui ne connaît que les limites du périphérique. Voilà, je connais le monde agricole parce que mes grands-parents étaient agriculteurs. C'était pas une ferme d'élevage, mais on était dans la choucroute. Donc voilà, donc je suis né dans le monde agricole et de ce fait aussi, c'est peut-être pour ça que je le défends un peu plus que quelqu'un d'autre, ce directeur. Ça va, Michel? Ils sont rejoints par Emmanuel Vasnex, l'industriel, qui met en bouteille 5 millions de litres de lait par an pour l'enseigne. Pour la signature, mise en scène champêtre, bottes de paille et pack de lait. On paraphe ou on signe seulement? On paraphe et on signe. Michel Biérot dit ne jamais négocier le prix proposé par les éleveurs, quitte à rogner sur sa marge. Cette année, ils l'ont fixé à 37 centimes le litre hors prime, soit 4 centimes de plus que l'an dernier. Un tarif garanti sur 12 mois. Moi, ce que je veux dans le prix d'achat, c'est que les éleveurs soient correctement rémunérés. Vous étiez avant à 33 ou 34, aujourd'hui on est à 37, donc il y a 3 centimes, sachant que l'industriel fait un effort, le distributeur fait un effort. Donc quand tout le monde a fait l'effort, donc on parle de quelques centimes. C'est même pas 5 centimes, c'est 2-3 centimes, quoi. C'est pas grand-chose. Pour nous, c'est important. On va dire que si 4 centimes sur une exploitation qui va faire en moyenne 500 000 litres, sur un chiffre d'affaires, ça va faire 20 000 € de chiffre d'affaires de plus. Là, ça permet d'apporter de la stabilité, éventuellement d'aller rembourser ses investissements et surtout de se projeter vers l'avenir. Je l'ai dit, concrètement, sur mon exploitation, j'ai un neveu qui s'est installé. Sans ce type de contrat, c'est pas envisageable. Ça permet d'aller voir une banque, de se dire voilà où on va, ça donne une direction, ça donne le là. Lidl n'est pas la seule enseigne à s'engager auprès des éleveurs. Les poids lourds de la grande distribution s'y mettent les uns après les autres. Filière responsable, lait équitable, c'est devenu un argument de vente que l'on affiche sur les briques et les bouteilles. Aujourd'hui, 100% du lait vendu dans l'Hexagone par l'enseigne allemande est d'origine française. C'est à Rungis, au siège, que sont validés tous les aliments fabriqués en France pour le distributeur. Des opérations chapeautées par Michel Biérot. Entré il y a 18 ans en tant que directeur de magasin, il a gravi tous les échelons au sein du groupe. Bonjour tout le monde. Dans cette immense cuisine, les acheteurs de la marque testent leurs produits. Mais après là, il y a eu le transport parce que c'est venu en chronopost. Et les comparent à la concurrence. Bonjour. Ça va Océane? Bonjour Michel. Thibaut. Ça va? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a pas mal de produits, on a des contrôles qualité sur les pains, ouais. Et après j'ai des choses à te proposer. Ça c'est déjà ça, c'est nos Ce produits. jour-là, Michel Biérot se concentre sur le pain et commence par vérifier le rustique. Moi je préfère déjà l'alvéolage d'une autre. Hein. Sur chaque pain, tout est passé en revue.
la dorure, le croustillant et la mie. Ah, là, c'est moumou, hein. Au final, c'est toujours Michel Biérot qui tranche. Il traque le moindre défaut en se mettant dans la peau du client. Là, je suis pas sûr, tu vois, la tenue. Alors là, avant même de le goûter, moi perso, je préfère de loin le concurrent. Hein. En termes de forme, visuellement, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Là, on a un pain moulé. Moi, je privilégie celui-ci. Hein. Clairement, ça fait beaucoup plus traditionnel. Donc là, Thibaut et Océane vont retravailler avec le fournisseur pour voir comment on peut faire notre pain avec la forme de celui de notre concurrent. Pourquoi ? Parce que, et là, je pense que voilà, tout le monde peut comprendre que ça, c'est beaucoup plus vendeur que ça. Je trouve que c'est... Pain aux céréales, baguettes, brioches. Ils ont déjà une quarantaine de variétés en magasin. Mais ils veulent quand même lancer un nouveau produit, une baguette viennoise. On va passer donc à la viennoise. Je t'en ai parlé. Viennoise, ouais, c'est un développement qu'on veut faire, une unité de besoin, un produit qu'on n'a pas en magasin aujourd'hui. Devant eux, sur la planche de droite, 3 viennoises. L'une achetée chez leur principal concurrent industriel et 2 autres en boulangerie traditionnelle. C'est magnifique, hein. Là, on est vraiment sur quelque chose... Mais ça, on n'y arrivera pas. Ça, c'est clair qu'on n'y arrivera pas. Mais c'est pas grave. Il faut se rapprocher de la qualité de la boulangerie artisanale sur ce produit-là, en termes gustatifs, tout en ayant l'aspect le plus traditionnel possible, jusqu'à la limite de ce qu'on sait faire au niveau industriel. Pour déterminer la qualité souhaitée, ils ont demandé à leurs fournisseurs habituels de leur proposer plusieurs échantillons sur lesquels ils travaillent. Ok, on déguste ? Ouais. Bon, on va commencer par... Lui, il est super jaune. Hein. Ouais. La couleur est différente de ce qu'on peut avoir. Quand vous croquez dans celle-ci, en fait, il n'y a pas de croûte. Ça se fond avec la mie, quoi. Et là, quand vous croquez, on le sent déjà. C'est vrai qu'on même, on l'entend. Hein. On l'entend. On dirait presque une baguette. Hein. T'as goûté ça là ? Non, pas encore. Alors là, la croûte, elle est encore. Si là, elle est marquée, là, t'as que la croûte en bouche. Trop de croûte, la recette est donc à retravailler, tout comme l'apparence, qui doit faire le plus artisanal possible. Quand on avance un peu dans la dégustation, dans l'analyse, on voit que là, on est sur une cuisson sur pierre, et là, on est sur une cuisson sur filet. On voit clairement les mailles du filet. Donc ça fait très industriel, ça fait très traditionnel. Pourtant, c'est un industriel qui l'a produit. Donc c'est possible. Parce que... Il faut 6 à 8 mois en moyenne pour élaborer un produit. C'est le temps nécessaire aux industriels pour faire des essais et satisfaire les exigences de leurs clients. Pour faire part de leurs remarques, Michel Biérot et son équipe se rendent directement chez le fournisseur. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon, bienvenue. Cette boulangerie industrielle, qui travaille aussi pour d'autres marques, produit déjà 20 références pour Lidl. Elle espère bien ajouter la baguette viennoise à son catalogue. Donc ici nous avons le projet demi-baguette viennoise. Donc nos boulangers ont travaillé depuis plusieurs semaines sur ce produit. En tout cas, visuellement, ce produit-là me plaît beaucoup plus que celui-là. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça, je n'en veux pas dans mes magasins. Ça me va bien. En termes de visuel déjà. Oui. Ce fabricant a déjà proposé 3 versions de la viennoise et ça ne va toujours pas. Four à sol. Et il y avait un autre point, c'était l'histoire de la croûte. Il faut une croûte pour moi plus fine, vraiment qui se fond avec la mie. D'ailleurs, on le sent. Oui. Vous voyez ? On a une épaisseur de croûte qui est légèrement supérieure à... Exactement. Et donc forcément, il y a une espèce de croquant en bouche qu'on ne retrouve pas chez les référents et chez nos concurrents principaux. Maintenant, si, Thibaut, on rajoute une petite dorure à l'œuf, ouais, c'est ça. Si on essaye, la dorure va nous faire ramollir cette petite croûte. Oui. Je suis persuadé que ce produit va être un carton. Non ? Si, moi, j'y crois, mais à 100%. Et on va exploser les ventes. Top. Pour l'instant, plusieurs industriels sont mis en concurrence. Une fois le fournisseur sélectionné, Michel Biérot et ses acheteurs négocieront un prix d'achat et des quantités. Une discussion confidentielle. Quant au prix de vente en magasin, il a déjà sa petite idée. Je pense qu'on va plutôt être, je sais pas, moi, dans les entre 80 et 90 centimes. Donc nous, ce qu'on va faire, on va analyser notre marché. D'autres distributeurs font
très certainement une baguette viennoise, d'accord? On va regarder combien ils le vendent et on va se positionner par rapport à ce marché concurrentiel. Donc s'ils vendent un, clairement, on ne vendra pas plus que un. L'obsession de la concurrence, en termes de prix, mais aussi de présentation des produits. Cathy Gerling est responsable du service packaging de la marque. C'est elle qui élabore tous les emballages. Bonjour Cathy. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Pâte à tarte. Pâte à tarte. Cela fait 6 ans qu'ils n'ont pas renouvelé leur modèle. Ok. Alors, brisé, rouge, il y a un code couleur qui se détache fortement, hein, on est d'accord? Nous sommes d'accord. Hop. Et ça, c'est nous. Voilà. Tout le marché sur la pâte feuilletée. Alors ça, c'est la nôtre. Ça, c'est Aldi, c'est bleu. Carrefour, c'est bleu. La marque, c'est bleu. Et vous prenez les mêmes en pâte brisée, c'est rouge partout. Alors que la concurrence est homogène, Lidl détonne complètement avec une majorité de verts fluo. Les consommateurs sont conditionnés par les marques nationales avec des codes couleurs. Donc, des grandes marques nationales qui fabriquent des pâtes à tarte ont décidé un jour que la pâte brisée serait rouge et que la pâte feuilletée serait bleue. Et donc, si on ne suit pas ce code couleur, au minimum, eh ben, on va perdre des ventes. Parce que le consommateur, devant le rayon, ne s'y retrouvera pas. On a eu des exemples sur de la brioche tranchée, tu te rappelles? Quelques années en arrière, on a changé du tout au tout. On est passé du orange au bleu. Moins 40% de ventes en 2 jours. Moins 40%. Donc ça, c'est dramatique. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le fournisseur. Dans 24 heures, il faut qu'il rechange les packaging. Alors, je te présente quelques projets. Go. Et voici donc la proposition qu'on a déjà bien aboutie, qu'on te propose. Là, en fait, celle-ci, c'est une déclinaison de celle-ci, où on a rajouté davantage de bleu sur cette piste-là. Ouais. Les couleurs sont moins présentes sur les autres. Donc on a du bleu ici, on a du bleu ici, et on a du bleu ici. Alors, il n'est peut-être pas prédominant, mais en tout cas, on voit qu'il y a un code couleur bleu. Aujourd'hui, le consommateur, je pense qu'il est plus... voilà, quand il voit ça, il salive un peu plus, quoi. Là, moi, j'ai pas envie... Là, je salive pas, là. Enfin, plus, en tout cas. Là, oui. Non, ça, c'est top. OK. Le nouvel emballage n'aura pas d'impact sur le prix de vente et sera en rayon d'ici 2 mois. Dans un secteur très concurrentiel, la communication est le nerf de la guerre. Début avril, dans un quartier branché de la capitale, la marque invite une douzaine d'influenceuses. Bonjour. Encadrées par Patricia Raffaelli, une chef, elles vont tester le nouveau robot de cuisine 2 mois avant sa sortie. Un plat, un dessert, de quoi se faire un avis. Alors pour le dessert, j'ai choisi une recette qui est préenregistrée dans le robot. Donc là, en l'occurrence, on va faire la mousse à la framboise. Ces trentenaires, souvent mères de famille, exposent leur vie et leurs conseils sur les réseaux sociaux. Et leur opinion compte. Avec tout ça, vous pouvez tout faire. Mais tout, hein, sauf le ménage. Aïcha, blogueuse culinaire, a plus de 100 000 abonnés. Marine, spécialiste du placement de produits, 65 000. Et Marie-Charlotte, infirmière pédiatrique, qui a une communauté de 33 000 fidèles. La plupart d'entre elles vont cuisiner en direct sur Instagram. Donc là, je vais couper mon cabillaud en 2. Et donc là, je vais faire une écrasée de pommes de terre dans le Monsieur Cuisine. On n'est pas rendu cocotte, hein. On n'est pas rendu hein. En 2, en 4. Cette douzaine de femmes influencent en direct jusqu'à 600 000 personnes. J'ai eu pas mal de réactions puisque j'ai publié des Insta Stories. Tiens, bah oui, sort quand? Est-ce que c'est facile? Par exemple, donc là j'ai une abonnée qui m'écrit « J'attends ton avis avec impatience, bonne recette à toi ». On va avoir... Ah, il arrive, tu sais que je l'attendais. Une publicité 2.0 pour laquelle Lidl n'a pas hésité à investir. La marque a pris en charge l'avion, le train et la nuit d'hôtel pour les influenceuses venues de loin. Elles ne sont pas rémunérées, mais repartiront toutes avec un robot flambant neuf. Le fait d'être invité et de se faire offrir un robot, ça ne change rien à votre objectivité? Ah non.
Ah non, si le robot, je le trouve nul, je le trouve nul. Très honnêtement, je le dirais. Ils m'ont pas dit, alors vous dites ça, vous dites ça, vous dites pas ça, puisqu'on poste tout en direct. Ils n'ont aucun contrôle sur ce qu'on est en train de poster, en fait, là. J'ai la classe ou pas? Le talent. Le talent, ça ne s'achète pas. Ce soir-là, l'appareil a fait l'unanimité chez les influenceuses. De bon augure pour la marque. Retour à Colombelles, ce lundi 3 juin. 8h30 tapante. Ah ouais, à vos marques. C'est le coup d'envoi. Caisse numéro 3, s'il vous plaît. Je l'ai eu, je l'ai eu. Ah oui, je suis contente, très très contente. Je vais pouvoir faire plaisir à toute ma famille. La première palette est vidée en quelques secondes. Il n'y en a plus? Oh, il y en a plus. Les clients se ruent sur la deuxième, qui vient à peine de franchir les portes de la réserve. Madame. Ça y est, j'ai réussi. Des clients qui laissent éclater leur joie auprès de la directrice, d'une manière parfois surprenante. C'est la fête chez vous aujourd'hui. C'est la fête aujourd'hui. Ah oui, chapeau, chapeau. Merci, c'est gentil. Oh, c'est réussi, c'est réussi, chapeau. Alors? Ah bah c'est génial. Ça part comme des petits pains. J'ai pas d'autres mots là, c'est top. En moins de 30 minutes, le magasin a déjà vendu 100 exemplaires. Ça vous fait 359 € s'il vous plaît, madame. À 13h, le stock de 180 robots est totalement écoulé. Vous savez que c'est le dernier? Ah bon? Je croyais même pas en trouver. C'est vrai? Oui. Ce matin-là, la même cohue a eu lieu dans la plupart des 1500 magasins de l'enseigne. 70% du stock est parti en quelques heures. Pour les déçus, Lidl a dû prévoir une solution de secours, l'inscription sur une liste d'attente. On risquerait de recevoir une provision si tout va bien dans 3 semaines. Ouais. Donc on va... avec votre nom, si on en reçoit, on vous en met un de côté. On vous appelle et vous venez le chercher. D'accord. Il y a 2 ans, lors de la sortie de son premier robot de cuisine, face au stock insuffisant, l'enseigne avait été accusée d'avoir organisé la pénurie pour faire le buzz. Cette fois, pour éviter une amende pour publicité mensongère, elle a dû s'engager à garantir la disponibilité du produit pendant 15 semaines. Quelques jours après son lancement, le succès de ce robot a attiré l'attention des petits génies de l'informatique. Alors, allumons la bête grâce au petit bouton. Cette semaine, des hackers se sont filmés en train de le pirater et de naviguer sur le net depuis l'écran tactile. Voilà, donc on peut aussi bien regarder des YouTube Poop sur son robot de cuisine. Le site Numérama révèle que ces pirates informatiques ont même découvert un micro à l'intérieur du robot, alors qu'il ne figure pas sur le mode d'emploi et que le client n'en est pas informé. Techniquement, l'utilisateur pourrait donc être écouté. La direction de Lidl explique que ce micro est désactivé et ne peut pas être mis en marche par les clients. Voilà, donc on va faire un test d'appel. Les hackers, eux, se sont amusés à le faire fonctionner grâce à une application de discussion en ligne. Sur son téléphone portable. Ouais, salut Alexis, est-ce que tu m'entends? Ouais, très bien. Ok. L'écran tactile est en fait une tablette équipée d'un logiciel non sécurisé datant de 2015. Et son micro. Des composants bon marché. Je te remercie. Salut. Qui expliquerait en partie le coût très concurrentiel du fameux robot. Vous vous garez toujours aussi loin? Alors on est obligé le samedi, il y a toujours un monde incroyable, donc on a pris l'habitude, là on a bien vu qu'il n'y avait pas plus de place. Anne-Cécile et Antoine ne savent jamais à l'avance ce qu'ils vont acheter dans ce magasin. Seule certitude, le couple
pense y faire de bonnes affaires. Je fais toujours un stock de collants. Là, ils sont à 3 € par rapport à la marque que c'est. Je pense qu'en grande surface, ils doivent être à 9 €, 9-10 € je pense. Fin de série, changement d'emballage ou surproduction, ces articles n'ont plus leur place dans les magasins classiques. C'est pour ça qu'ils sont bradés. La trentenaire passe dans toutes les allées. En 3 ans de pratique, elle a développé un regard spécial détecteur de promo. Antoine? Tu les as déjà vus, celles-là? Ouais, j'en ai déjà. Bon, je crois Je les ai achetées la semaine dernière. Par contre, attends, fais voir celle-ci, ouais, en dessous. Là, celle-ci? J'ai pas ce modèle-là. Ouais, je crois que c'était un autre. Et là, pour compléter... La petite collection de... Voilà. D'accord. Là, la semaine dernière, j'ai acheté les bols et les assiettes. Et cette semaine, il y a le petit sucrier qui complète. Donc voilà, l'intérêt de revenir régulièrement. Dans ce magasin, on trouve aussi des produits alimentaires. Quand Anne-Cécile en achète, je vois qu'il y a de la sauce d'huître. Elle n'oublie jamais d'effectuer une vérification. Ça vaut le coup. Je regarde la date, c'est parce que c'est décembre 2015. Mais c'est périmé. Non, on est en 2000, c'est dans 2 mois. Vendre un produit dont la date d'utilisation optimale est proche ou dépassée, ce n'est pas illégal. Et ce n'est pas dangereux pour la santé non plus. Mais Anne-Cécile n'est pas toujours rassurée. Le saucisson, là, en sachet, qui est un petit peu eu chaud ou quoi, bon, voilà, c'est des choses que je vais pas regarder, voilà. Pourquoi? Parce que ça m'inspire pas spécialement. Après, c'est peut-être ça, il n'y a pas de souci, mais... C'est une grosse détente. Bah, oui, je m'interroge. Pourquoi c'est là? Est-ce que il y a eu une avarie et qu'on ne sait pas comment ils ont été conservés? Voilà. Des prix cassés qui poussent Anne-Cécile et Antoine à la consommation. Je serais allée dans le petit supermarché d'à côté, j'aurais pas récupéré des boîtes pour mettre des chocolats, un petit désodorisant au renard. Oui, grosso modo, je sais que je suis toujours autour de 30 €, on va voir. Voilà. Merci, bon week-end. Merci à vous aussi. Anne-Cécile est une groupie de ce genre de grande surface. C'est ce qu'on appelle un magasin de déstockage. Un concept né il y a 40 ans, qui connaît un essor sans précédent avec la crise de ces dernières années. Des magasins toujours implantés dans une zone commerciale, de préférence à côté d'un supermarché classique, pour profiter de leurs clients. En France, 3 enseignes de déstockeurs se partagent le marché. Avec 256 magasins, Noz est le leader européen. Rémi Adrion est le fondateur de cet empire. Ancien prof d'électronique dans une école militaire, ce PDG de 66 ans s'est offert la voiture électrique la plus puissante du marché. L'électricité, ça, je sais pas, ça me plaît, c'est une voiture. C'est un iPad monté sur 4 roues. Fils d'un chauffeur routier angevin, Rémi Adrion est loin d'avoir été élevé dans le culte de l'entreprise. Mon père était syndicaliste et j'entendais parler toujours des patrons, voilà, et comme des mutants un peu. Voilà. Et voilà, j'ai jamais accepté ça et je me suis dit un jour je serai patron. C'est en accompagnant sa mère qui travaillait dans une solderie qu'il s'est intéressé au concept du déstockage. 40 ans plus tard, Rémi Adrion est entré dans le club des 500 plus grosses fortunes de France. Il reste obsédé par la réussite, comme au premier jour. Au début, je voulais être le premier de la Mayenne, après c'était le premier de l'Ouest, et puis après le premier de France, et puis après le premier d'Europe, et maintenant je vais être le premier du monde. Une soif de conquête qu'il affiche avec les 16 hectares de son nouveau siège social. Le PDG préfère l'appeler le campus. Ça lui donne un petit air de Silicon Valley sur Mayenne. Le patron entre toujours par la petite porte. Pour garnir les rayons de ses 256 magasins, son principal problème, trouver de la marchandise.
Ici, c'est plus mes parties statistiques qui sont toujours à ma disposition. Je suis, surtout tout ce qui touche la partie achat. Achat marketing qui est le cœur de notre métier. On mesure la marge nette d'un vendu, la valeur palette de leurs achats, les taux de vente des produits qu'ils ont mis en vente, puisqu'ils sont responsables, c'est eux qui ont le carnet de chèques pour faire les achats. Sur 4500 salariés, 250 personnes sont chargées de démarcher les industriels pour les convaincre d'écouler leur stock. Une chasse au prix cassé que Rémi Adrion pratique dans toute l'Europe. En Espagne, le groupe compte 9 acheteurs. Audrey François, 27 ans, est à l'affût de la moindre erreur de fabrication des industriels. Notre métier, c'est d'acheter des produits que le fournisseur a sur les bras, qu'il a fabriqués pour X raisons et qu'il n'arrive plus à vendre à ses clients. Donc moi, je suis, on va dire, une roue de secours pour un besoin ponctuel qu'il a. En 2 ans de présence en Espagne, elle a déjà fait affaire avec une centaine de fournisseurs. Ce matin, Audrey a rendez-vous avec un fabricant de madeleines. Hola, Natalia. Elle a déjà récupéré 2 stocks auprès de Natalia, la directrice de l'usine. ¿Y tú? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a ver lo que tienes hoy para proponerme. Natalia a fait fabriquer trop de madeleines. Elle avait anticipé une grosse commande d'un client français, une chaîne d'hypermarchés. Mais l'enseigne lui en a pris moins que prévu. Elle s'est alors retrouvée avec 5 palettes sur les bras. Céder le lot, même au rabais, lui évite une perte sèche. Es una partida pequeña, pero bueno, como se acerca Navidad también, si podemos hacer un poco de limpieza de stocks, lo vemos. Pour l'acheteuse, le stock de Natalia a tout d'une bonne affaire pour le marché français. Tengo esta. Vale. De este tengo, es de fresa. Vale. De este tengo 5 box, que serían 200 bolsas. Vale, y esa viene en francés. Todo está en francés y las fechas están aproximado 3 meses de queda, ¿vale? Okay. Yo me cuesta venderlo, pero para vosotros todavía hay margen. 3 meses es demasiado corto para la grande distribución. Natalia n'a qu'une seule exigence, la discrétion. Elle ne veut pas que le déstockeur fasse de la publicité sur des produits qu'elle vend au prix fort à la grande distribution française. Étant donné que c'est des prix cassés, ça peut donner l'image à mes clients que je vends à moitié prix à quelqu'un d'autre. Hein. Alors que c'est parce que c'est un produit en déstockage que peut avoir un prix plus intéressant. Ce jour-là, les 2 femmes ne parleront pas d'argent. Bueno, pues gracias, Natalia. Audrey ne fixe jamais le prix d'un stock. Bueno. Vale, hasta luego, ciao. Tout se décide au siège social, en Mayenne. Et les acheteurs maison n'ont aucun état d'âme. Ce matin, Barbara Chappet s'intéresse de près à un lot de produits cosmétiques. Il y a 100 000 pièces. Alors je t'écoute, qu'est-ce que tu me proposes? Ce lot de shampoing, après-shampoing, crème et masque de beauté principalement. D'accord. Suite à une annulation de commande d'un de ses clients à raison d'un retard de livraison. Il y a cette gamme à base d'huile d'argan et il y a aussi l'autre gamme à base de tea tree. Donc huile essentielle d'arbre. Parfait. Voilà, donc... Est-ce qu'on est mis en concurrence sur le lot? Oui, donc il faut savoir que sur le lot, on est en concurrence avec d'autres déstockeurs européens. Un shampoing comme celui-ci se trouve à 10 € dans le commerce. Chez un déstockeur, la règle, c'est de le proposer en magasin 60% moins cher. Aujourd'hui, nous, notre premier levier, c'est le prix de vente. Là, on est sur un 250 ml, donc un format classique de shampoing, sur un 3-4 €. Pour vendre à ce prix-là, tout en se ménageant une marge confortable de 40%, Barbara va faire une offre à 65 000 € pour l'ensemble du lot,
Ce n'est pas beaucoup, mais dans un cas sur deux, le fournisseur accepte. Il faut dire que juste en dessous, les négociateurs savent se montrer très persuasifs. Ils sont 70 vissés au téléphone toute la journée. Ils achètent pour 10 millions d'euros de marchandises par semaine, à toute la planète. Buongiorno, come sta? Ah, 你好，他昨天打电话给我，然后说，Herr Silke, ich habe Ihre E-Mail gut erhalten. Na Golden Leaf, to ja poproszę visa do auto. Okay, does it still fully available? Est-ce que le stock est toujours dispo? Tu as 1800 pièces du grand modèle et 963 de l'autre. Kevin finalise la négociation d'un lot de peluches à l'effigie de l'équipe d'Angleterre de rugby, éliminée dès le premier tour. Bon, apparemment, la Coupe du Monde est finie pour vous. Pour nous aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Je me sens encore mal. C'est pour ça que je veux me débarrasser du stock. Et tu veux le vendre à l'étranger? Oui, je préférerais le vendre à l'étranger. Cette peluche n'est pas connue en France, mais je vais te prendre tout le stock. Pour que je puisse vendre tes peluches, j'ai besoin pour le grand modèle d'être à 1 € et pour le petit à 55 centimes, ok? Comme d'habitude, ce sera vendu en 4 semaines, en toute discrétion, comme tu le souhaites. Bon, je te laisse le tout si tu me prends le grand à 2 € et le petit à 1. Steve, écoute, tu veux te battre pour 280 €? Moi, je pense que le deal que je te propose est honnête. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire de ce stock si je te le prends pas? Très bien, j'accepte ton offre. Ok, merci. Merci, Steve. Merci, merci. À bientôt. Bye. Dans ce business, il ne faut pas avoir peur de passer pour un vautour. Sébastien Jaffresse traque pour le compte du déstockeur les entreprises en faillite. On n'est pas responsable de ce qui leur est arrivé. On est juste là, nous, pour acheter. De toute façon, c'est vendu aux enchères publiques, donc c'est ouvert à tout le monde. Et si c'est pas nous qui achetons, ce sera quelqu'un d'autre. Avec l'un de ses collègues, il va tenter de rafler le stock d'outils d'un magasin de bricolage qui a mis la clé sous la porte. Tout ce qui reste en rayon est à vendre. 190, on va pouvoir vendre ça à 2 €. Pour avoir une idée des prix du marché, il doit s'aider d'un catalogue d'une enseigne spécialisée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Sébastien n'est pas très bricoleur. Alors ça, je ne saurais pas exactement vous dire ce que c'est, parce que c'est quand même très spécifique. Et ça va intéresser vos clients? Là, on commence à quand même toucher une clientèle assez ciblée. Des ciseaux à pierre, mais aussi une centaine de rabotins. Des outils qu'il devra écouler s'il gagne les enchères. Là, tout va être vendu en un seul lot. Donc on est obligé de prendre le bon et le moins bon. Prix de vente estimé en magasin, taux de marge. Pour le stock, les deux acheteurs ne sont pas prêts à dépenser plus de 8 000 €. Nous, on n'ira pas au-delà de ce prix-là. Des patrons de magasins de bricolage de la région, des artisans et des anciens salariés nostalgiques sont les concurrents du déstockeur. Devant ici, 110, la balayeuse. Une fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé, monsieur, 280 ici. Et visiblement, les outils les intéressent beaucoup. 300. Est-ce qu'il y a preneur à 5000? Oui. Preneur, 5000, 500. Très vite, les 8 000 € de Sébastien sont dépassés. 500. Monsieur, 19 000, 20 000, 21 000, 22 000. 22 000, c'est vu 22 000. Pas de gré? Pas de gré? Une fois, 2 fois, 3 fois j'adjuge. Adjugé, 22 000. Comment vous expliquez que ça s'envole Voilà. comme ça? Adjudicataire ici. Je vais vendre. Je sais pas, ça me paraît quand même très très cher payé. Liquidation judiciaire, sinistre, sur une année. Alors, ta vente? L'équipe de 9 acheteurs de Sébastien participe à 1000 ventes aux enchères en France et en Europe. Au revoir, à une prochaine. N'hésitez pas à toujours nous on vous contacte, on vous envoie les emails. Et puis faites mieux la prochaine fois. On essaiera d'être plus fort.
Toutes les marchandises achetées à travers le monde transitent par une des 9 plateformes du groupe. Dans l'entrepôt d'Angers, 150 personnes déchargent, trient, posent des étiquettes et préparent les palettes pour les magasins. David Thibault, le monsieur rentabilité du groupe, contrôle régulièrement les cadences. Là, la semaine dernière, objectif de 22 palettes à l'heure, ils ont réalisé 25. Donc là, d'un coup d'œil, on sait que la semaine dernière, on était bon, puisqu'il y a le petit soleil. À l'étiquetage, vous avez un objectif de 425 pièces à l'heure, ils ont réalisé 298. Donc là, on est largement en dessous de l'objectif. Donc là, ce n'est pas un nuage, c'est des éclairs. Donc là, on demande absolument des actions. Bonjour. L'étiquetage, c'est le poste qui dégrade le plus la météo du tableau de David. Ce matin, cette équipe est mobilisée pour coller des étiquettes sur des produits qui viennent d'Angleterre. La loi oblige le déstockeur à informer le client de la composition du produit en français. Le ciel n'est pas prêt de s'éclaircir. Aujourd'hui, 50% de ses approvisionnements viennent de l'étranger, une proportion qui ne cesse d'augmenter. 1 million d'articles par semaine sont manipulés par ces petites mains du déstockage. Les manutentionnaires représentent un tiers des effectifs. À 23 ans, Adrien Fleury est le plus jeune des 7 salariés de ce magasin. Il en est aussi le directeur. Chez le leader du déstockage, c'est le siège qui passe les commandes. Des produits imposés qui arrivent au gré des performances des acheteurs. On a des valises qui sont à l'intérieur et on va avoir aussi de l'alimentaire qui est juste en dessous. On ne sait jamais ce qu'on reçoit sur les palettes. La bonne pêche du jour, ce sont ces valises d'une grande marque. Adrien les dispose à l'entrée. Un samedi, il sait que ce produit peut lui faire dépasser les 15 € de panier moyen. C'est beaucoup plus cher que notre prix moyen de l'article en magasin. Notre prix moyen de l'article, c'est moins de 2 €. Donc du coup, là, on était sur des produits à 59,99 €. Adrien reçoit des nouveaux produits 4 fois par semaine. À chaque fois, c'est plus de 3 heures pour les mettre en rayon. Il y a les pop-corn que j'ai pas fini. Et les pop-corn, à mon avis, je vais pas avoir la place pour tout mettre. Moi, je les aurais mis en demi-palette. Il faut emmener les cartons. Je préfère les mettre en palette comme ça. Ça permet de faire le réassort. Dans ce Capharnaüm, Adrien a regroupé les articles qu'il reçoit régulièrement, ceux qui fidélisent sa clientèle. Tout ce qui est produit pour le corps, donc parfum, gel douche et aussi tout ce qui est lessive, ce qui coûte assez cher en grande surface. Donc du coup, les clients viennent chez nous parce qu'on a des prix quand même super intéressants. Bien évidemment, pour une question d'image, les grandes marques de lessive distribuées en France ne veulent pas que le déstockeur fasse de publicité sur leur présence en magasin. Seulement, quand un produit est 2 fois moins cher que dans le supermarché d'à côté, chez les clients, l'information se propage comme une traînée de poudre. Le samedi, 1 millier de clients passent en caisse dans le magasin. Seul inconvénient, comme les produits changent tout le temps, impossible de ne s'approvisionner qu'ici. Anne-Cécile, l'accro des bonnes affaires, en est bien consciente. Là, c'est pas des courses, il y a un peu de tout venant, mais il y a aussi autre chose. Donc pour le quotidien, je vais au supermarché quand même, ça n'empêche pas. Pour ranger ses nouvelles trouvailles, la jeune femme a transformé sa cave en annexe du magasin. C'est un petit stock. J'ai fait une espèce de petit classement par saison. Donc là, toute l'année, je trouve des articles de Noël. Puisque je sais que je ne vais pas retrouver, je stocke. Là, ça arrive vite. Donc, c'est presque aussi bien rangé que dans le magasin. Oui, c'est ironique, je sens. En stockant des surstocks, il y a un début de rangement, en fait. Anne-Cécile a inventé le comble du déstockage. On va le monter.